Bonsoir à tous. L'océan, la mer est-elle de plus en plus menacée par la pollution? Pourquoi y a-t-il toujours plus de méduses en Méditerranée? Pourquoi les requins passent-ils à l'attaque? Pourra-t-on un jour se débarrasser de ce continent de plastique, de matière plastique qui trône au milieu de l'océan Pacifique? Et puis, quelles sont les raisons d'espérer? Quelles sont les mers, les plages qui ont retrouvé leur faune d'antan et où foisonne la vie? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Danger de l'océan, océan en danger ». Alors, pour répondre à vos questions Internet et SMS, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christian Buchet. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie de Marine. Vous êtes ancien secrétaire général du Comité national de suivi du Grenelle de la mer. Et votre dernier ouvrage s'intitule « La mer, avenir de la Terre » avec Philippe Plisson. Il est publié aux éditions La Martinière. François Sarano, vous êtes océanographe, plongeur professionnel. Bonsoir. Vous avez été conseiller scientifique auprès du commandant Cousteau. Vous êtes conseiller scientifique et co-scénariste du film Océan, qui a été réalisé avec Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Et puis votre dernier ouvrage s'intitule « Rencontres sauvages, réflexions sur 40 ans d'observation sous-marine ». Il est publié aux éditions Gap. Yves Pacalet, vous êtes philosophe, naturaliste. Vous avez été l'un des bras droits du commandant Cousteau pendant des années. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur l'environnement, dont L'humanité disparaîtra, bon débarras, qui est aux éditions J'ai lu. Enfin, Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, spécialiste, bonsoir, de la biodiversité des océans, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, président du Muséum national d'histoire naturelle, et on peut citer parmi vos livres Aux origines de l'environnement, qui a été publié chez Fayard. Première question, Christian Buchet, un peu anxiogène peut-être, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, malheureusement, nos petits-enfants ne pourront plus se baigner à cause de la pollution ou ne pourront plus manger de poissons, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de poissons? Ah oui, il faut encore qu'il reste des poissons. C'est vrai qu'il y a surpêche. La surpêche n'explique pas seulement la disparition des poissons, la pollution, la disparition des mangroves, tout un tas d'éléments y contribuent. C'est vrai que les mers sont en danger. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un rapport à la demande de l'État sur les conséquences de la croissance économique et démographique sur le milieu marin. On fait tous de plus en plus d'efforts pour la mer, principalement en Europe. Mais attention, nous sommes de plus en plus nombreux à être au bord de la mer. Vous savez, nous sommes depuis le mois d'octobre dernier 7 milliards de terriens sur Terre. En 2025, c'est pas le bout du monde, 75% de la population mondiale va se trouver sur une bande littorale de 75 km de profondeur. Mais on ne sera pas 7 milliards, mais 8 milliards. Et en 2050, ce sera probablement 80% de la population mondiale qui sera sur le littoral sur la base de 10 milliards. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus nombreux, il faut gérer les flux, et même si nous allons dans le bon sens, la question c'est de savoir est-ce que nous allons assez vite dans le bon sens, et malheureusement, je n'en suis pas sûr. Donc le problème, il est, vous l'avez dit, démographique. En fait, il est massivement démographique. La population devient trop nombreuse pour ces pauvres littorales. On peut nourrir tout le monde. C'est pas une question, il ne s'agit pas de faire du malthusianisme. Hein, parce que la mer est là, justement. On pourra y revenir. Mais nous sommes nombreux et ça pose des problèmes. Yves Pacalet, est-ce que c'est pas ça le problème? C'est que on a l'impression que les bonnes résolutions qu'on prend vont enfin un jour ou l'autre être transformés en réalité, que les actes vont suivre les intentions. Moi, j'ai commencé avec le commandant Cousteau en 1972, l'année de la conférence de Stockholm, qui était un grand espoir pour tout le monde, parce qu'on disait, ça y est, le monde entier a pris conscience du fait qu'il n'y a qu'une petite terre, beaucoup d'habitants, justement, beaucoup de besoins, et il faut qu'on la gère de façon intelligente. 40 ans plus tard, on est toujours à dire qu'il va falloir qu'on commence à gérer bien les choses, et notamment à gérer bien l'océan. Sauf que depuis, ce qu'on disait avec Cousteau il y a 20 ans, il y a 40 ans, c'est-à-dire que dans 20 ans, dans 40 ans, il n'y aura presque plus de poissons, ça y est, ça arrive. Mais pour répondre à la question de Christian Buchet, est-ce que individuellement nous nous comportons plus mal qu'auparavant, ou est-ce que c'est le problème, c'est du fait que nous étions 4-5 milliards avant, que nous sommes 6-7 et que nous allons être 8-9? Ah bah, les besoins augmentent au fur et à mesure que la population augmente. Tout le monde a envie d'avoir le confort à l'occidental, sauf qu'on sait que c'est pas possible. À l'heure actuelle, on consomme bien davantage que la planète ne peut fournir, pas seulement la mer, la terre, l'agriculture. Tout le monde se bat pour l'espace, tout le monde se bat pour l'eau douce, tout le monde se bat pour les poissons, tout le monde se bat pour les matières premières. Le résultat qui est le plus probable, c'est qu'on va faire des guerres généralisées. Et on a intérêt à faire vite avant d'en arriver là. François Sarano, Christian Buchet n'a pas tout à fait voulu répondre sur la question est-ce que nos petits-enfants ne pourront pas se baigner dans 30, 40 ans? La question inverse, est-ce qu'aujourd'hui la mer Méditerranée est différente chimiquement, la faune, les poissons, de celle de nos grands-parents? Est-ce que quand ils allaient se baigner
au début du XXe siècle, leur mer Méditerranée était différente. Oui. Alors, oui. Comment? Oui. Elle est beaucoup plus pauvre en poissons. Et je citerai un scientifique qui s'appelle Marcel de Serres, qui en 1845 a fait pour le gouvernement une étude qui rassemblait l'ensemble des données de l'époque, on parlait déjà de statistiques de pêche, et qui parlait de fleuves de thon rouge. Ils étaient à ce moment-là si abondants, que lorsque les requins blancs les chassaient, ceux qui étaient sur les bords des bancs s'échouaient sur les plages à Nice, et les pêcheurs en profitaient. Inutile de dire que de requins blancs, il n'en reste guère plus, et que des thons rouges, on n'en voit plus non plus comme ça. Lorsque j'ai commencé à plonger en 1970, se baigner avec des thons rouges, c'était relativement banal. Aujourd'hui, on en fait la une des journaux. Cependant, lorsqu'on fait des réserves marines, Scandola, Port-Cros en sont des exemples remarquables, on retrouve une abondance de poissons, au moins ceux du bord, ce qu'on appelle les poissons de fond, les poissons benthiques, qui donnent une idée de la richesse exceptionnelle de cette Méditerranée. Je reviens de Méditerranée, pardon, j'ai vu 25 baleines, j'ai vu des cachalots, ils sont là, elle est riche. Gilles Boeuf, la nature disparaît vite, les poissons disparaissent vite, mais la nature revient vite. C'est ça le message d'espoir? Oui, elle revient. Le problème, c'est que c'est un problème de vitesse et du temps. En fait, l'humain a beaucoup de mal à intégrer ces notions de temps. En fait, on détruit beaucoup plus vite en fait, qu'on est capable de laisser régénérer les systèmes. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, des événements qui se sont passés il y a 1000 ans, ok, mais ils sont beaucoup plus impactants parce que l'humain s'offre beaucoup plus en fait aux variations qui nous entourent. Un séisme aujourd'hui fait beaucoup plus de dégâts. On va parler des grands requins tout à l'heure. Bon, les requins attaquent pas plus, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'eau aujourd'hui. Donc on est dans un système aujourd'hui où l'humain interfère tellement avec les systèmes, on croyait la mer vraiment tellement grande, inépuisable. J'ai regardé un paramètre intéressant, c'est les tailles maximales de toutes les espèces d'intérêt économique pour les pêches. Donc les plus gros thons rouges, justement. Et il y avait des thons rouges de 1000 kilos, d'une tonne. Le plus gros fait pas 600 kilos aujourd'hui, à peine. Et ça, tous les records sont antérieurs à 1950. Et pour clore là-dessus, ce qui m'effraie beaucoup aujourd'hui, nous effraie tous, c'est l'accélération du mouvement. On nous dit entre 50 et 90% de tous les grands poissons pélagiques des océans capturés en 15 ans. C'est l'accélération des process qui nous inquiète beaucoup aujourd'hui. On n'a pas passé le point de non-retour, le point où ils sont tellement peu nombreux, les poissons, qu'ils vont plus se reproduire. Bah, dans le cas de la morue. Ça arrive déjà. La morue est un superbe exemple. Hein. Si on prend l'exemple de la morue, en effet, ça fait plus de 20 ans maintenant que sur les grands bancs de Terre-Neuve et de Nouvelle-Angleterre, les morues ne sont plus pêchées. La pêche est entièrement arrêtée. On s'était dit au début, la population va remonter rapidement parce que les femelles de morues font plusieurs millions d'œufs, chaque femelle. Et on s'est dit, bon, bah, en quelques années, on va avoir autant de morues qu'avant, et pas du tout. Les morues n'ont toujours pas remonté en population. Elles sont descendues au-dessous d'un chiffre qui est probablement un chiffre qu'on a dépassé vers le bas. À l'heure actuelle, elles n'ont plus envie de se reproduire. C'est ce que j'appelle la mélancolie génésique. Elles n'arrivent plus à faire assez de molécules qui s'attirent les unes des autres. Et du coup, eh bien, si elles n'ont plus envie de se reproduire, c'est terminé, ou quasiment, pour ces grands poissons. Juste, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la mer et l'océan? C'est la pêche, la surpêche, le pillage, ou bien, je sais pas moi, les hydrocarbures? Il y a au moins 4 aspects importants. Il y a la destruction des écosystèmes côtiers qu'on a évoqué, avec une surpopulation humaine sur les côtes. On bétonne, ça tue. Ouais, et puis on arrache tout. Bon. On pollue, ça c'est clair. On surexploite. On pollue, ça c'est les bateaux, ou bien... Insuffisance de stations d'épuration. Bien sûr. Ensuite, on dissémine partout des espèces très dangereuses, en fait. Les ballastages de grands tankers sont catastrophiques. Attendez, c'est quoi ça? Des microméduses, par exemple, ramenées par un bateau américain en mer Noire en 1980. 1 million de tonnes de biomasse de ces microméduses 10 ans après, qui font 40 000 tonnes de pêche à Attendez, parce que les bateaux viennent des États-Unis et ils ont de l'eau dans leur cale. Bien sûr. Ils libèrent cette eau dans la Méditerranée. En Méditerranée ou ailleurs. Ils vont chercher du brut dans le Golfe Arabique ou ailleurs. Et ce sont des espèces invasives. Tout à fait, bien sûr. Qui tuent tout. Et enfin, le climat qui change. Et en mer, c'est pas que la température, c'est la remontée du niveau des océans qui est aussi importante. Vous évoquiez la Méditerranée tout à l'heure, mais il faut évoquer le réchauffement de la Méditerranée, au point qu'on parle même de province lessepsienne, toute la partie orientale du nom de notre Ferdinand de Lesseps, parce que par le biais du canal de Ferdinand de Lesseps, montent de la mer Rouge des poissons tropicaux qui vivent parfaitement en Méditerranée. Donc vous imaginez sur une mer Méditerranée fragilisée en termes de faune et de flore par le réchauffement, l'impact de la pollution est absolument décuplé. Donc il y a une accélération du système. Oui. Alors, c'est assez effrayant, mais on l'appelle le 7e continent. Il faut savoir qu'au gré des courants marins, dans l'Atlantique Nord, se sont regroupés tout un tas de détritus de matières plastiques dans une sorte de gigantesque poubelle. Et ce plastique est malheureusement ensuite souvent avalé par les poissons, les tortues, les oiseaux. Et il remonte ainsi toute la chaîne alimentaire pour finir
dans nos assiettes. Alors le point avec Laurence Aïda Diop et Dominique Lemarchand. En plein cœur du Pacifique Nord, grandit un continent d'un tout nouveau genre. On l'appelle le continent de plastique. Sacs, bouteilles, filets, des milliers de tonnes de déchets dérivent à la surface et jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le premier à avoir découvert cette zone grande comme 6 fois la France, c'est lui, le capitaine Charles Moore. Ça a été un gros choc, une surprise énorme. On a été choqués quand on a remonté le filet pour la première fois. On est tombés des nues. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? À chaque fois que l'on lançait le filet, on remontait des débris de plastique. Depuis, il ne cesse d'alerter le monde sur l'existence d'un tourbillon d'ordures. On avait prévu tout cela. Et maintenant on le voit, c'est devenu réalité. C'est choquant. C'est toujours choquant même si on savait que ça allait arriver. La soupe de plastique du Pacifique Nord. Transportés par le vent et les rivières, les déchets terrestres des continents américains et asiatiques arrivent en mer. Ils sont ensuite emportés par les courants en spirale du Pacifique. Au fur et à mesure des années, ils vont se concentrer dans une même zone, devenue continent de plastique. Ça fonctionne un petit peu comme un vortex, si vous voulez, ou comme un lavabo. Imaginez de la mousse de savon, lorsqu'on vide le lavabo, l'eau tourne et au milieu s'accumule toute la mousse. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Systématiquement, tout ce qui flotte, si vous voulez, va s'accumuler au milieu comme ça, avec une circulation qui représente des années de mouvement, si vous voulez, bien évidemment, des dizaines, voire des centaines d'années de mouvement. Alors dans la réalité, ce sont des densités qui sont plus importantes. Il n'y a pas d'île, si vous voulez, de plastique. On ne marche pas encore dessus, on ne marchera probablement jamais. Mais simplement, on a des densités liées à ces phénomènes physiques qui sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Voilà. Et le tsunami de mars 2011 n'a fait qu'accentuer le phénomène. La vague géante a tout emporté sur son passage, charriant des milliers de tonnes de débris dans les eaux du Pacifique. En 40 ans, la concentration de déchets a explosé, multipliée par 100. De quoi causer de graves problèmes environnementaux. Les méduses sont empêtrées dans nos ordures. Tortues et oiseaux s'étouffent en ingérant du plastique. Et même le zooplancton, base de la chaîne alimentaire des océans, est touché, littéralement incrusté de microparticules de plastique. Dans ce laboratoire américain, on analyse l'estomac des poissons. Sur 671 poissons collectés de 6 espèces différentes, plus de 35% avaient au moins un bout de plastique dans l'estomac. Les gens ne mangent pas ces petits poissons-là, mais ils mangent les poissons qui s'en nourrissent. Alors ça soulève un tas de nouvelles questions. Est-ce que cela aura un impact sur l'homme au bout de la chaîne alimentaire? L'effet boomerang est-il en marche? L'homme empoisonné par ses propres déchets. Chaque année, 30 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans et ils mettront une centaine d'années à se dégrader. Si des opérations de nettoyage ont déjà été entreprises par des ONG, la tâche est titanesque et le coût exorbitant. Ce serait un peu comme passer le Sahara au tamis. Alors, première question SMS. Le plastique est dangereux, alors pourquoi peut-on en trouver partout? Les conditionnements ne peuvent-ils pas être différents? Du plastique, on en a partout. On se sert de plastique à longueur de journée. Si on fait son petit examen de comportement le matin, on se lève dans une salle de bain où il y a plein de plastique. Les biodégradables, c'était un peu ça la question, de matériaux biodégradables. On a essayé d'en faire, mais ça fait simplement des morceaux plus petits, qui sont encore plus susceptibles de passer directement à l'intérieur des chaînes alimentaires. Alors on ne les voit pas. C'est moins polluant pour les yeux, mais c'est tout autant polluant et même davantage pour la chaîne alimentaire. Mais le plastique, c'est 100 à 400 ans, non? Pour qu'il se dégrade. Ça dépend des plastiques. Ça dépend des plastiques. Mais je pense quand même qu'en tant que consommateur, on peut éviter d'utiliser nombre de sacs plastiques. Ce sont ceux qui volent le plus. On en trouve partout, du désert et en haute mer. Et ce sont ceux qui font le plus de dégâts. Parce qu'imaginez une baleine ou un requin-baleine qui avale l'océan pour se nourrir, eh bien il avale aussi ces déchets-là. Et ça les tue directement.
Il n'y en a pas un aussi au milieu de l'océan Atlantique Parce que ça, ce sont les déchets, on a l'impression des Chinois et des Américains. Il y en a chaque fois qu'il y en a un autre. Il y en a partout, y compris en Méditerranée, semble-t-il, en formation. Ouais. Et vous savez, là, vous nous parlez d'un continent de plastique, parce que bon, ça flotte, ça finit par se concentrer. Mais ça serait intéressant, quel dommage que la mer n'ouvre pas son beau rideau bleu. On dispose d'une étude pour le golfe de Gascogne. Non pas parce que c'est plus sale, c'est à la cabine de tout le reste, mais entre 20 mètres de profondeur et 200 mètres, vous avez plus de 50 millions de déchets individuels non biodégradables à moins de 9 ans. C'est quoi? Des sacs en plastique, les canettes, les pneus, etc. Ils sont au fond? Entre 20 mètres et 200 mètres sur les plages françaises du golfe de Gascogne. C'est-à-dire qu'il y a ce qui coule, il y a ce qui flotte, bien évidemment, mais il y en a partout. Ça ne se voit pas parce que la mer est très pudique, ça ne sent pas, ça ne se voit pas, mais tous ceux qui font de la plongée savent bien quelle est la densité, et elle ne cesse d'augmenter de tout un tas de détritus. Alors, disons-le, parce que beaucoup d'entre nous sommes, et c'est très bien sur les plages, faisons attention à rien oublier. On est tellement nombreux à fréquenter les plages qu'on ne peut plus se permettre ce genre d'oubli. Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment mortel et très nocif pour les gens qui habitent, pour les poissons, enfin les gens, pardon. Pour les grands animaux qui mangent les sacs de plastique, les tortues, les dauphins, les oiseaux marins, eux, ils s'étouffent directement, ils ont des obstructions intestinales et ils en meurent directement. Mais les plastiques, même réduits à l'état de toutes petites particules, c'est peut-être là que c'est le plus dangereux, eh bien, ce sont des produits chimiques. Alors, les compositions des plastiques sont très variées, il y a beaucoup de sortes de plastiques, mais beaucoup de ces variétés de plastiques sont toxiques, tout simplement, soit pour le système digestif, soit pour l'organisme en général. Et quand il y a une reconcentration dans les tissus des différents animaux de la chaîne alimentaire et que nous, au bout, on mange du thon ou des grands poissons, eh bien, on ingère aussi, nos assiettes sont remplies de ces micro-particules de plastique. Alors, quels sont les produits dangereux comme ça qui nous remontent par cette... Plastique et méthylmercure. C'est-à-dire qu'il y a la concentration de la pollution industrielle qui provoque des concentrations, effectivement, dans les têtes d'un certain nombre de grands poissons qui peut poser problème pour la santé humaine. Est-ce qu'il y a des poissons comme ça qui ramènent plus facilement, on parlait du saumon, je crois, qui ramène beaucoup de métaux lourds. Les grandes pollutions, oui, c'est tous les produits chimiques, dont les plus dangereux, les dioxines, les PCB, et puis tous les métaux lourds, le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome, etc. Tout ça, c'est mis dans la mer par les humains, ça arrive par les fleuves, ça arrive par les bateaux, ça arrive par les décharges industrielles qui vont directement dans la mer dans beaucoup de pays, et puis ça se disperse dans la mer, ça se reconcentre, et ça revient dans nos assiettes. Alors, on parlait à l'instant de thon. Quel est ce fameux thon dont les Japonais raffolent et qui est en voie d'extinction? Je crois que c'est le thon de Méditerranée. Il vit partout dans le monde, mais particulièrement en Méditerranée. Le thon rouge, le grand thon rouge. Voilà. Est-ce qu'il est véritablement en voie d'extinction? J'aime pas trop le mot extinction, d'autant plus que nous on a regardé en fait. C'est très difficile, il faut être très présomptueux pour dire en mer qu'un poisson a disparu. On n'en sait rien. Par contre, les stocks sont dramatiquement amenuisés en fait. Je pense que le critère taux d'extinction en mer, sur Terre on a des cas très bien documentés. En gros, aujourd'hui l'UICN nous dit 800 espèces disparues sur les continents et on a, étrangement, 20 espèces marines connues disparues sur 5 siècles. Et ce sont des grosses bêtes, bien sûr, parce que c'est très difficile à préciser, en fait. Par contre, on arrive au cas de la morue tout à l'heure, où en 2 ans, après 500 années d'harmonie de pêche à la morue, par des procédés industriels, on va éteindre effectivement une ressource complètement et amener le stock au niveau qu'on évoquait tout à l'heure, où il est plus capable de se reconstituer. Et vous savez, on parle de ressources marines renouvelables, et le vivant, c'est ça. Or, comme l'humain dépasse les seuils de renouvelabilité, on retourne sur des systèmes comme des ressources inertes, en fait. C'est comme du pétrole, ou comme de l'or, ou du zinc. Et ça, c'est dramatique. Donc, ce qu'il faut bien expliquer, on est entré dans une logique de ressources épuisables, comme le pétrole. Totalement. Et on est en train alors que l'océan apparaissait tellement grand et tellement inépuisable, en fait. Comme les forêts tropicales, d'ailleurs, c'est la même chose. François Sarano, on sait très bien que je crois qu'on pêche tout. En fait, il n'y a qu'une dizaine de poissons qu'on mange. Alors, est-ce qu'on peut pas y mettre plus? On mange 80 espèces. On pêche sur combien? On se focalise sur, sur des milliers. 30 000 poissons connus, 15 000 d'eau douce, 15 000 marins. En gros, 15 000 espèces marines. Et on n'en mange que 80. Alors, il faut savoir qu'on pêche 85 millions de tonnes par an dans le monde entier. Mais on a déclaré. Oui. Mais ce qui est important, c'est que depuis 1989, et bien qu'on ait augmenté considérablement nos capacités à capturer du poisson, qu'on aille partout, profond, dans tous les océans, on n'arrive plus à atteindre le seuil des 86,5 millions de tonnes qu'on a atteint là. Ce qui veut dire moins aujourd'hui en volume. Les rendements se sont effondrés, et pire que ça, toutes les espèces à durée de vie longue ont disparu, ont vu leur stock s'effondrer, et aujourd'hui on va chercher
Le merlu, moi j'ai fait ma thèse sur le merlu, on a pêché 160 000 tonnes, il y avait 80 chalutiers industriels à La Rochelle, il y en a 0 aujourd'hui, on n'arrive même pas à atteindre le quota qui est de 30 000 tonnes. Alors je reprends la question de tout à l'heure, nos petits-enfants ne mangeront plus de merlu. Il faut préciser les chiffres là. Nos petits-enfants ne mangeront plus de merlu? Si nous continuons comme ça, oui. Si on arrête de pêcher le merlu reviendra. Il faut faire attention aux chiffres, parce que quand on regarde, si vous voulez, la pêche, on s'aperçoit qu'elle est à 86, 90 millions de tonnes. Mais on se dit, finalement, on ne pêche pas plus qu'avant. On ramène la même quantité, sauf que vu la surpêche, la taille, le poids des poissons diminue, donc le même tonnage représente un nombre de poissons individus infiniment plus grand. Et le coût de débarquement a beaucoup augmenté. C'est pour ça que malgré les chiffres, la surpêche ne se voit pas dans les chiffres, mais elle est bien là. Et encore, quand vous évoquez ça, c'est sans tenir compte du rejet des captures annexes, sans tenir compte, bien sûr, des pêches illégales, donc ça pose un gros problème. Bon, alors, il faut arrêter de manger du poisson. Non mais vraiment, quand on vous entend, il faut savoir que c'est un trésor. Pour montrer que c'est complexe, les poissons étant de plus en plus petits, on a élargi les mailles du filet pour que les poissons les plus petits puissent échapper pour leur permettre d'avoir un cycle de vie complet. On peut le dire, c'est quasiment un scoop. On est en train de découvrir aujourd'hui qu'il y a, tenez-vous bien, une surexploitation sexuelle des poissons. C'est-à-dire qu'en pêchant les poissons un peu plus gros pour avoir élargi les mailles des filets, on est en train de se rendre compte qu'on prélève principalement les poissons mâles, et on est en train de rompre le ratio entre mâles et femelles de certaines espèces. Donc vous voyez, rien, ça dépend des espèces, mais rien n'est simple. C'est les femelles les plus grosses. Ça dépend des espèces. Les espèces protogéniques, oui, le mérou par exemple, ça rentrerait dans cette catégorie-là, mais d'autres non. Si vous étiez président du monde et qu'on vous obéissait, vous rationneriez la quantité de poissons par habitant sur cette planète? Je la distribuerais mieux. Dans quelques années. Pardon? Un moratoire. Du poisson que le vendredi. Interdiction le reste de la semaine. Non, moratoire pendant une année, pourquoi pas? Les stocks reviendraient peut-être. D'abord, il faut dire que des protéines, nous en avons. Il y a des populations dans le monde qui ont besoin des protéines de la mer. C'est à elles de les consommer et pas à nous qui surconsommons. D'autre part, on fait des réserves marines, on sait que ça marche bien. Dans tous les endroits où on a mis des zones en jachère, on a vu les poissons revenir en abondance, en taille et en diversité. Et on voit là-bas des grands prédateurs âgés. Un écosystème sain, c'est un écosystème qui peut supporter des grands prédateurs âgés, des grands requins par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme pour les poulets, les cochons et les porcs, des fermes? Ça vient. Alors, ça consomme plus de protéines que ça n'en produit. Ça faut voir. L'aquaculture, c'est pas uniquement des espèces carnivores, il faut bien le dire en fait. Hein. C'est des algues, ce sont des algues, ce sont des mollusques, ce sont aussi des crevettes et des poissons. Aujourd'hui, la grande production mondiale de poissons d'élevage, elle consiste pas à des poissons carnivores. En gros, sur 70 millions de tonnes d'aquaculture, les carnivores, c'est 6 millions de tonnes. Par contre, on peut se poser la question, on va transformer en fait de la chair de chinchard ou de sardine en chair de saumon ou en chair de dorade, de l'intérêt. En gros, calculez, quand vous utilisez des aliments artificiels, pour faire 1 kg de chair de ces poissons carnivores en élevage, il faut pêcher 3,5 kg de poissons. Si je ramène ça maintenant en biomasse, c'est-à-dire si on nourrit du poisson avec du poisson, un thon rouge en Espagne en ce moment, il est élevé, c'est entre 12 et 20 kg de poisson fourrage pour faire un gain de 1 kg de thon rouge en élevage. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça, bien entendu. Alors, ce qu'on fait maintenant en élevage, c'est qu'on transforme ces espèces et que de plus en plus, on met des protéines végétales dans les aliments pour poissons. C'est un problème qu'on avait déjà soulevé il y a 40 ans avec Cousteau. On avait dit les hommes ont, il y a 10 000 ans, pendant la révolution néolithique, appris à élever les animaux et appris l'agriculture. Et ils ont fait un choix des animaux qu'ils allaient élever. Ils ont choisi des animaux herbivores. Ils ont pris des moutons, ils ont pris des vaches. Ils n'ont pas pris les carnivores. Ils n'ont pas pris ni les tigres, ni les lions à élever. Et donc on est dans ce problème-là. Pour la mer, c'est plus compliqué parce que les chaînes alimentaires sont plus longues. Mais si on veut s'en sortir en aquaculture, alors d'abord il faut cultiver des plantes, donc des algues essentiellement, et puis ensuite il faut cultiver des espèces qui sont situées bas dans la chaîne alimentaire et des poissons herbivores. Il y en a un certain nombre. On mange les mauvais poissons. Alors quels sont les poissons herbivores que nous devrions manger pour être respectueux de l'océan? Ils sont pas aimés par bon. Ah bon, ils sont pas bons? C'est lesquels? La carpe, mais personne n'en besoin. Les mulets, les muges, hein, par exemple, les tilapias, par exemple. Voilà. Vous en mangez personnellement, vous disant. Tilapia, oui, je vous en Afrique, vous mangez du tilapia. Il y a une solution, on critique les pêcheurs, mais je crois qu'il faut faire la différence. Pardon, parce que moi je les connais pas, ces poissons. Le tilapia, on trouve des poissons-chats, on trouve des muges, les mulets. Chez le poissonnier, ça s'appelle comment? Les muges et les mulets, par exemple. Ouais. Non, mais nos ancêtres, à la révolution néolithique, ont amélioré les espèces qu'ils ont domestiquées. Au départ, elles n'étaient peut-être pas forcément très très bonnes à manger non plus. Ils les ont améliorées, et on pourrait les améliorer aussi. Oui, on en a fait des carnivores aujourd'hui. On critique un peu les pêcheurs, mais il faut être prudent, il faut faire un discernement. L'Europe a une politique sage de quotas. Mais le problème, c'est que toutes les unions européennes, tous les pays n'ont pas cette pratique. Je prends le cas de la Russie, qui
un petit pays qui, à lui seul, s'arroge une quantité, un quota de cabillaud supérieur à l'ensemble des quotas de cabillaud de l'Union européenne. Donc comment voulez-vous, quand vous avez de grands pays qui en périphérie font n'importe quoi, qu'il n'y a pas un impact au niveau de ce qui se passe en Europe? C'est au-delà d'une entente politique, il faudrait véritablement qu'une conférence mondiale, certainement, sur les océans et sur la pêche. On parlait chez le poissonnier. Chez le poissonnier tout à l'heure, Gilles Boeuf, il y a souvent des étalages de crevettes. On ne sait pas trop d'où ça vient, comment ils sont élevés, avec des bourrés aux antibiotiques. Est-ce que c'est sain et lesquels il faut manger? Les fameuses gambas, ces grosses crevettes que vous avez sur les tables de poissonniers, viennent effectivement pour une grande partie de fermes d'élevage aujourd'hui. Elles viennent de Thaïlande, elles viennent de Chine, elles viennent d'Asie du Sud-Est, elles viennent aussi d'Amérique du Sud. Vous en mangez, vous? Des crevettes, ça m'arrive quelquefois d'en manger, des crevettes. Donc des crevettes de Chine, il n'y a pas de... Disons qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, faut pas les cuire au micro-ondes, parce que vous pouvez avoir quelques soucis de salmonelle qui sont dans ces fermes particulières. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que quand on fait du semi-extensif, ça veut dire qu'on n'est pas trop impactant sur l'environnement, en n'apportant pas trop effectivement d'aliments dont on évoquait l'origine marine tout à l'heure. Il faut voir qu'aujourd'hui, les farines du Chili faites à partir de poissons sauvages. Vous avez des fermes, enfin des industries aujourd'hui où on pêche un poisson frétillant le matin, transformé en farine de poisson l'après-midi. Un poisson, c'est comme vous et moi, c'est les 2/3 à 3/4 d'eau, effectivement. Donc on évapore ce produit dans le désert chilien ou péruvien pour faire 1/6 de masse de farine. Et avec cette farine, on fait du poisson d'élevage ou des crevettes d'élevage. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus à ce qu'on fait. La transformation n'est pas de 1 pour 1. François Sarano, vous voulez dire? Non? Bon, la crevette d'élevage, c'est un bon exemple de certains paradoxes. En effet, elles sont élevées dans des pays tropicaux, pour beaucoup d'entre elles, dans des fermes qui sont aménagées au moment où on a rasé la mangrove. Tout à fait. On aménage des fermes à crevettes, on rase la forêt de la mer, et puis on élève les crevettes. On va chercher le naissin dans la mer, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de naissin, il n'y a plus de petits. Et en réalité, on s'aperçoit, quand on étudie ça scientifiquement, que la plupart des crevettes ont une phase ou plusieurs phases de leur développement nécessaire qui se passent dans les mangroves. Donc on anéantit le milieu qui permettrait d'avoir la base même de l'élevage des crevettes qu'on veut vendre ensuite dans les pays riches. Allez, François Sarano. Et ça se fait aux dépens des pêcheurs qui vivaient dans cette mangrove et aux dépens de ceux qui pouvaient acheter du poisson pas cher. C'est-à-dire que tout ce qui est aquaculture de poissons carnivores, c'est l'appropriation par nous, les riches, des ressources de la mer en privant les écosystèmes, parce qu'il faut savoir que sur les petits poissons qui nourrissent nos élevages, les dauphins, les requins, tous les autres poissons et les oiseaux vivent, les petits pêcheurs, qui n'ont plus de ressources, et ceux qui pouvaient se payer le poisson, qui ne se paieront jamais lorsqu'il provient d'élevage. Voilà, donc on a bien compris. Les petits pêcheurs ne peuvent plus vivre aujourd'hui, parce qu'au large, c'est ratissé par des bateaux-usines chinois, principalement. Alors, c'est l'été, beaucoup d'entre nous sont au bord de la mer Méditerranée, qui malheureusement, on le sait, est très polluée. On estime qu'il flotte dans la Méditerranée l'équivalent de 500 tonnes de plastique, mais on y trouve aussi des nitrates, des phosphates, des résidus de médicaments. Et cette pollution est d'autant plus dense que la Méditerranée est une mer fermée et fortement peuplée sur ses deux rives. Le point avec Romain Clément et Thomas Buillet. Cliché idyllique de la Grande Bleue. Mer d'huile, translucide. Conditions optimales pour la 3e édition de cette expédition baptisée MED comme Méditerranée en danger. Scientifiques, éco-volontaires vont suivre durant 3 semaines un itinéraire précis, déterminé par des scientifiques du laboratoire de Villefranche-sur-Mer. Ça, c'est le parcours de la semaine. Donc on va aller jusqu'à Gênes pour la semaine. Donc on va quadriller tout le secteur et on a donc des mesures à la côte et des mesures au large. Ces mesures, des prélèvements effectués grâce à ce filet à plancton. Ils vont servir à déterminer la quantité de microplastiques, déchets de sacs plastiques, polystyrène, présents en Méditerranée. Donc on prélève vraiment la première couche de surface sur 20 cm. On étudie cette couche-là parce que les plastiques flottent. En Méditerranée, il y a tellement de courants que tous ces microplastiques sont dispersés un petit peu partout. Donc ils sont véhiculés par tous les courants dans tous les sens. Donc c'est un petit peu compliqué à étudier parce qu'il y en a partout. Sous l'eau, le filet va rester 20 minutes précises. En Méditerranée, 70% de la pollution provient de la terre, apportée par le vent et les fleuves. Retour à bord du dispositif. Premier constat pour l'échantillon numéro 1 de cette croisière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà quelques débris plastiques, du polystyrène, des petits morceaux de PVC et peut-être des éclats de peinture
Une analyse plus approfondie aura lieu en laboratoire. Les résultats des précédentes éditions sont très alarmants. La campagne 2010, ça avait permis d'estimer, à partir d'une extrapolation, que pour l'ensemble de la Méditerranée, il y aurait autour de 250 milliards de débris flottants à la surface de la mer. Pour l'ensemble de la Méditerranée, sur les 20 premiers centimètres de surface. La Méditerranée, une mer fermée, soumise à forte pression. Démographie, urbanisation, surpêche, sujette aussi aux pollutions de matières dangereuses pour sa biodiversité. Nitrates, phosphates. Quant au dégazage, l'équivalent d'un Erika chaque année. Sans compter tous les produits de la chimie, aux effets encore inconnus. Ce qui est embêtant, c'est les pollutions qu'on ne voit pas. Par exemple, le mercure qui est élevé, qu'on trouve dans les poissons qui sont en bout de chaîne, le thon. Il vaut mieux aujourd'hui manger par exemple des sardines que du thon, même s'il est en diminution, on pourrait dire tant mieux. C'est aussi des polluants insidieux, des polluants pharmacologiques, des produits de dégradation de tous les médicaments qu'on prend. Et plus la population est importante, et même plus les médicaments dans l'eau sont importants. Et ça, nos stations d'épuration ne savent pas encore traiter. Sensibiliser et changer les comportements. Cérine et Sophie vont chaque jour à l'abordage, parler aux plaisanciers des gestes quotidiens, indispensables pour mieux préserver le milieu marin. Donc vous n'avez jamais été sensibilisé à ça, vous n'avez pas le fanion, on a regardé. Non. Quelques minutes pour un questionnaire qui balaye les 9 causes principales de pollution en mer. Oui. Lorsque vous lavez le bateau, vous utilisez quel produit ? On essaie de prendre des produits biodégradables. Oui. Mais un vrai produit biodégradable, il ne va pas nettoyer vraiment le fond. Vous avez des WC marins classiques. Et comment est-ce que vous faites pour les vider c'est direct dans la mer. Voilà. Est-ce que vous attendez d'être au large oui, quand même Est-ce que vous cherchez à trier vos déchets à bord Quand on est sur la côte, à bord, c'est pratiquement impossible de trier les déchets. Vous mettez tout dans un même sac. C'est tout dans un même sac, métal. Oui. À l'issue de la rencontre, les plaisanciers signent d'engagement, hissent, s'ils le souhaitent, le fanion éco-geste qui vient de leur être remis. Il y avait une époque, ils avaient mis des bouées, des poubelles flottantes aux îles qui existaient. C'est curieux, c'est qu'ils ne renouvellent pas l'opération. Des espèces de grosses bouées blanches qui ressemblaient à une grosse tasse. Et les gens jetaient leurs poubelles à l'intérieur. Mais ça n'existe plus. Quant à l'expédition Méditerranée en danger, ces organisateurs cherchent maintenant à développer leur réseau et à étendre les prélèvements à l'ensemble de la Grande Bleue. Une opération similaire est d'ailleurs prévue sur les côtes adriatiques dès le mois de septembre. Alors, question Internet. Combien d'habitants y a-t-il actuellement sur le pourtour méditerranéen? Combien dans 50 ans? Serait-ce là le problème? 350 millions. Aujourd'hui, d'habitants sur le pourtour méditerranéen. Et on va jusqu'à 600 millions, les estimations disent que... Parce que tout le monde vient se concentrer sur le pourtour méditerranéen, où sont les grandes villes, où sont les grands ports. Sur la partie sud, il y a beaucoup de déserts à l'arrière, donc les gens se concentrent ici. C'est effectivement un problème, c'est pas seulement le problème. Parce que chez nous, où nous avons les moyens de traiter nos déchets, nous avons les moyens de peu utiliser de produits toxiques, nous nous en soucions guère. Et je ne parle pas de toutes les peintures qu'on met sous les coques de bateaux, et qui sont faits pour tuer la vie qui s'y accroche. Or, ces peintures, on les renouvelle régulièrement, parce qu'effectivement, avec le frottement de l'eau, le frottement du plancton, eh bien, elles s'arrachent, et elles se disséminent dans l'eau. C'est considérable ce qu'on arrive à déverser comme polluant. Le problème, c'est pas la mer qui pollue la terre, c'est l'inverse. Là, on focalise bien sûr sur ce qui se voit, c'est-à-dire des gros déchets, des macro-déchets. L'essentiel de la pollution de la mer, malheureusement, c'est ce qui ne se voit pas. C'est le rejet d'eau mais non traitée, par insuffisance de stations d'épuration. Même en France, il y a des communes qui ne sont pas totalement aux normes. Alors que nous avons les 2 leaders mondiaux. 80% des eaux usées chinoises, petit pays, va à la mer sans traitement. C'est ça le fond du problème. Et que dire du sud de la Méditerranée? Ce sont les villes côtières qui polluent, ou bien c'est la pollution de Lyon qui descend par le Rhône? On parle de bassin versant. Si on regarde un bassin comme celui de la Méditerranée et de la mer Noire, arrive dans ces 2 mers qui sont d'ailleurs jointives,
toute la pollution du Danube, c'est-à-dire toute l'Europe centrale, toute la pollution du Rhône, c'est-à-dire une grande partie de la France, etc., la pollution de l'Èbre, et puis le Nil avec les pollutions, par exemple, des Égyptiens. Tout ça, ça arrive tôt ou tard dans la Méditerranée. Ça fait une quantité extraordinaire. L'année où j'ai fait une étude, 2 plages françaises que je ne nommerai pas, des virus de l'hépatite A ont été contractés parce que des eaux usées d'hôpitaux n'ont pas été traitées. Elles n'ont pas un traitement spécifique, mais quand vous n'avez pas suffisamment de stations d'épuration, pas suffisamment de bassins de décantation pour mettre en stationnement les eaux le temps que vous puissiez les traiter, bah vous laissez partir une partie de ces eaux à la mer. Donc c'est vrai qu'il y a quelques problèmes. Alors je vous rassure, on peut se baigner, c'est suivi, notamment en France, mais c'est dire comme la gravité du problème. Ceci étant dit, en nous écoutant les uns les autres, je suis un petit peu affolé par ce qu'on raconte. J'imagine tout le monde au bord de la mer, on est là, on dit mais c'est dramatique. Ce qu'on voit, c'est un scandale écologique, je crois que nous sommes tous d'accord, mais c'est un non-sens économique. Car la mer, la Grenelle de la mer l'a bien montré, contient la quasi-totalité des solutions pour vivre désirablement et durablement. En termes énergétiques, en termes alimentaires, on a vaguement parlé des algues, mais les algues, c'est 67% de protéines sur pois sec. En termes de médicaments pour la santé, tous les médicaments de demain émaneront probablement du milieu marin. C'est-à-dire que non seulement la mer peut menacer notre santé à travers ce qui se passe, mais en faisant disparaître des espèces, on la menace encore plus durablement. Alors, sauver la Méditerranée, c'est un slogan ou une urgence ? Oui, bien sûr. En 76-77, on avait fait un tour de la Méditerranée avec la Calypso du commandant Cousteau. Tout le tour de la Méditerranée pour estimer quelle était sa pollution. Donc ça fait un moment déjà qu'on avait fait ça. On avait fait des milliers de prélèvements. On était passé dans tous les pays, excepté la Libye, parce que Kadhafi venait de prendre le pouvoir et c'est le seul pays où on n'avait pas pu passer. Mais il n'y avait pas la guerre au Liban, on avait pu faire des prélèvements partout. Et d'ailleurs, on avait noté qu'il y avait un grand nombre de pollutions de toutes sortes, radioactives ici, chimiques là. Est-ce que les comportements ne se sont pas améliorés ? Non, les comportements ne sont pas améliorés. Alors surtout, ce qu'il faut dire, c'est que, au bout du compte, quand on a eu fait ce tour qui a duré 1 an et demi avec ces milliers de prélèvements, on s'est dit ça ne peut pas expliquer l'effondrement de la vie dans la Méditerranée. Les pollutions, tout ensemble, même en mêlant leurs effets négatifs. Et donc, on se disait, il y a autre chose. C'est là quand même qu'on avait trouvé que le principal danger pour les mers, la Méditerranée en particulier, c'est le saccage. Le saccage, c'est-à-dire la destruction directe, c'est-à-dire les bulldozers qui vont faire les nouveaux murs de béton, c'est-à-dire les nouveaux ports qui sont creusés. Pourquoi ? Parce que la partie de la Méditerranée qui est la plus riche, qui est à la fois son poumon, qui est à la fois son garde-manger et sa pouponnière, c'est la partie où il y a une population d'herbes qui s'appelle les posidonies entre 0 et 50 mètres. On est très pessimiste. C'est ça qu'on détruit. Mais ça, c'est facile à protéger. Il faut arrêter de construire au bord de la mer. Il faut cesser ce mur de béton. C'est ça qui est le plus dangereux pour toute la Méditerranée. Et pourtant, on a l'impression d'être très pessimiste, mais tous, vous dites ici, ce qui est le plus dangereux pour la mer et l'océan, c'est l'acidification. Alors ça, c'est quelque chose, on ne le sent pas. Qui peut nous raconter ? Que se passe-t-il ? Quel est ce phénomène dont merci à la mer. Il est très simple. Parce que sans la mer qui absorbe le tiers des émissions de CO2 que nous émettons, on ne pourrait plus respirer ou alors on aurait des espèces de masques comme ça se passe déjà dans certaines parties du globe. Donc, à force d'emmagasiner le tiers des émissions de CO2, aujourd'hui ce sont des kilomètres cubes, ça a même été évalué par la Royal Society britannique, et donc, sous l'effet de cette absorption du CO2, il y a une acidification exponentielle des océans, puisque cet institut que j'évoquais a mesuré leur pas de panique. En 2100, on n'est pas en 2100, à la hauteur des pôles, on n'est pas à la hauteur des pôles. Les coquilles d'heptéropodes, qui sont les coquillages les plus communs, pourraient se dissoudre. Donc ça montre qu'il y a bien un impact. Bon, en 2100, au niveau des pôles, l'acidité de l'océan pourrait attaquer effectivement tous les coquillages. Non, mais il n'y a pas seulement les coquillages qui sont le corail. Le corail est très menacé aussi. Tout ce qui est des squelettes calcaires, le corail y compris. Mais attention, la mer est aussi solide. Elle est très solide. Et les organismes marins, surtout ceux qui se reproduisent vite, ont une capacité à résoudre les problèmes que nous leur posons, qui fait qu'aujourd'hui, heureusement, il y a encore des endroits extraordinaires. Je voudrais dire ça parce qu'il semble qu'aujourd'hui, on se baigne dans des mares putrides. Non, je rentre de Méditerranée, il y a des baleines, il y a des cachalots. Je suis allé à Guadeloupe, une île qui était ravagée il y a 100 ans, il n'y avait plus rien, on l'a mis en réserve. Elle abrite aujourd'hui l'un des plus riches écosystèmes marins de la planète, avec des éléphants de mer et une population de 120 grands requins blancs. 120 prédateurs extraordinaires qui survivent autour de cette île où il n'y avait plus rien. En 100 ans, l'écosystème que l'on voit aujourd'hui, où
où on peut plonger, où on peut se réjouir. Des réserves musées, ça c'est pas la nature. Qu'à ça ne tienne, faisons-en des réserves musées. Et ça ne tient qu'à nous. C'est un choix que nous avons à faire. Une réserve. Si nos petits-enfants doivent voir la nature dans un musée, pardon, c'est un petit peu... On ne parle pas de musée, on parle de réserve à l'échelle de la planète, on parle de grands territoires, on parle de corridors, de telle sorte à ce que les poissons migrateurs puissent aller d'un endroit à l'autre. Il y en a. La Colombie, les États d'Amérique du Sud on fait ça. Colombie, Panama, Costa Rica, avec les îles de Galapagos, les îles de Coiba, les îles de Malpelo, on fait des réserves qui sont jointes les unes aux autres dans lesquelles... La mer d'Aral qui avait disparu, est-ce que son sort s'améliore? C'est une mer intérieure qui a effectivement disparu parce qu'on a enlevé toute l'eau qui y arrivait, qui a quasiment disparu. Alors, il y a eu un barrage qui a été construit entre deux parties de la mer, et donc la partie nord a été remise à peu près en eau, la partie sud est toujours dans un état déplorable. En plus, c'est rempli de produits chimiques, là, de pesticides et d'engrais chimiques qui font que même quand l'eau reviendra, peut-être qu'il ne faudra pas aller tout de suite barboter et surtout boire la tasse dedans. Est-ce que les pays développés et riches ne se comportent pas mieux vis-à-vis des eaux, vis-à-vis de leurs côtes, que les pays en développement? Non, les Russes, est-ce qu'ils ne se sont pas terriblement mal, les Soviétiques terriblement mal comportés avec les eaux? Oui, aussi, nous aussi, nous, les Américains, les Européens aussi. Et qui est-ce qui va piller les ressources halieutiques, les ressources de pêche sur les côtes d'Afrique occidentale? C'est les Européens en grande partie. On n'a pas de leçon à donner. Donc, effectivement, comme disait François tout à l'heure, les populations locales vivaient bien de la pêche. Maintenant, elles n'ont plus de pêche sur quoi compter pour vivre parce qu'on a tout pris. François Sarrad. Et nous qui voyageons beaucoup, je crois qu'il est important qu'on se rende compte que lorsqu'on va dans des pays étrangers, nous devons montrer que nous savons que les dégradations qu'on peut causer à l'environnement sont importantes et donc nous devons être respectueux de l'environnement et des gens qui vivent là. Parce que lorsqu'on est à l'étranger, on se comporte souvent en pays conquis et on veut ramener notre niveau de vie. On veut trouver les mêmes hôtels, on veut trouver la même quantité d'eau dans des pays où on ne peut pas avoir ça. Et là, on cause des dégâts considérables dans l'environnement. On cause des dégâts qui sont à la fois au milieu marin et à la fois au milieu terrestre. Je crois que la mer est vraiment surprenante. Et moi, je suis vraiment, comme vous tous, émerveillé par la mer. Il y a encore 10 ou 15 ans, on pensait qu'on connaissait 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. On n'en est plus là. Avec le développement de la métagénomie qui consiste à faire un séquençage non pas isolé mais de gènes croisés, on s'accorde à penser qu'on ne connaît pas plus de 1% de la faune et de la flore sous-marine. C'est-à-dire qu'on ne connaît quasiment rien. Les crevettes, tout ce qu'on connaît, les crabes, tout ça, ça représente que 1% probablement de ce qui est vivant dans l'eau. Des molécules, pour les gros animaux. Si on met les bactéries dedans, oui. Voilà. On ne sait pas trop si c'est qu'une espèce de bactérie, donc c'est compliqué. Donc, ça montre bien que la mer a de quoi nous surprendre et faire disparaître aujourd'hui des espèces avant même de pouvoir les découvrir, peut-être même pour mieux en vivre en termes de santé, c'est quelque chose qui est véritablement problématique. Je crois que on interdit beaucoup, et c'est sans doute utile, mais je crois que s'il y avait une meilleure connaissance dans ce pays, notamment puisqu'on parle de notre pays, des choses de la mer, de la diversité de la mer, je crois que ça provoquerait un élan admiratif qui ferait qu'on se comporterait un petit peu différemment. Soyons concrets et bassement commercial. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on aille pêcher à moins 5000 mètres et découvrir tout un tas de poissons qui seraient très bons à manger dans nos casseroles? À moins 5000 mètres, il y a énormément d'espèces. Certains scientifiques, à l'heure actuelle, parlent de plusieurs millions d'espèces dans les abysses. Sauf que c'est un milieu qui est extrêmement froid. C'est un milieu qui est obscur, c'est un milieu où il y a très peu de nourriture, avec une pression énorme, et donc on n'aura jamais des grandes quantités d'animaux à aller y chercher. On peut y aller s'y émerveiller, ça c'est possible. Quand on envoie une caméra automatique ou un engin qui va filmer, et d'un seul coup il trouve un calmar de 3 mètres de longueur, rouge vif avec des yeux bleus. Par exemple, c'est une image réelle. On a de quoi s'émerveiller dans les grands fonds, mais on n'aura pas de quoi s'en nourrir. Pardon, je suis désolé, on le fait déjà. On va pêcher, moins de 1500 mètres, on va pêcher l'empereur. Et qu'est-ce qu'on a appris en allant pêcher les poissons profonds? On a appris que ces poissons-là sont incapables de supporter une pêche industrielle. Pourquoi? Parce que la femelle d'empereur, 32 ans, la première maturation sexuelle. Maturité sexuelle très très tardive. Il faut savoir aujourd'hui que toutes les espèces qui se reproduisent tard, qui ont une durée de vie longue, qui ont une faible fécondité, les requins en font partie, les mammifères en font partie, sont tous en danger. Voilà les espèces en danger. Alors, vous parliez des requins, justement. C'est la grande crainte des vacanciers sur les plages. Alors, non pas les requins, mais tout d'abord les méduses en cause. Le réchauffement climatique, parce que les méduses sont de plus en plus nombreuses, mais aussi la surpêche. Il faut savoir qu'il y a moins de poissons, tout simplement, qui mangent les méduses. Résultat, ces méduses prolifèrent et elles piquent. Et puis,
L'autre danger de la mer, beaucoup plus anxiogène, mais fort heureusement beaucoup plus rare, ce sont effectivement les requins. La semaine dernière, sur l'île de la Réunion, tout de même, un surfeur s'est fait déchiqueter par un requin. Alors, le point sur ces dangers de la mer avec Stéphanie Gillon et Yvan Bastion. 30 degrés, temps clair, mer calme et aucune méduse à l'horizon. C'est la nouveauté de l'année sur la Riviera. Après la météo des plages, voici celle des méduses en test ici, depuis le début du mois. Ça vous intéresse, la météo des méduses? Oui, oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'on risque d'en être les victimes. Et ça vous effraie? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Bon, ça fait une petite décharge, mais bon, c'est pas mortel. Voilà, ça fait partie des risques de la baignade. Pour les secouristes, ce type de piqûre fait partie des petits bobos de la plage. Mais pour eux, pas de météo des méduses. Afin de détecter leur présence, ils ont leur méthode à eux. C'est vrai que le matin, on part en entraînement, donc si on voit des méduses le matin en entraînement, on peut s'y attendre. Pour que dans la journée, il y ait plus de méduses après les entraînements. En rentrant de l'entraînement, on voit si on a vu des méduses sur le chemin et voilà. Et depuis le début du mois, sur ce poste de secours, une chose est sûre, ce n'est pas vraiment la grande invasion. Les statistiques sont faibles, donc on voit beaucoup de zéros. Seulement le 17 juillet, on a fait 5 piqûres de méduses. Donc ça veut dire 5 personnes qui se sont présentées au poste nous signalant une piqûre de méduse. Voilà. Alors là, c'est vraiment une tendance très basse, puisque là, on est vraiment à une dizaine de piqûres sur le mois. Et une centaine au total sur l'ensemble des plages de la baie des Anges. Un risque à ne pas sous-estimer. Ça peut devenir difficile, car il peut y avoir un danger pour la baignade et donc un risque de noyade. Une noyade? Oui, parce que les gens peuvent paniquer, étant pris dans un banc de méduses, et les piqûres de méduses sont très douloureuses. Donc ça peut susciter une noyade. Donc on est très vigilant aussi pour ce risque. Hantise pour les touristes et pour les élus locaux. Les statistiques le prouvent, depuis 10 ans, les invasions de méduses sont devenues récurrentes. Un phénomène qui serait dû à l'activité humaine, notamment la surpêche de certaines espèces, comme le thon. Les scientifiques émettent des hypothèses et parmi les hypothèses, il y a par exemple la bétonisation du littoral qui permet d'avoir des supports propices à certains stades des méduses. Mais il y a aussi le changement climatique ou le changement global, on va dire, qui affecte les océans. Mais surtout, la piste la plus probable, c'est les modifications de certaines étapes des chaînes alimentaires, notamment la disparition des grands prédateurs qui peut faire que les méduses prolifèrent. Mais en cas de baignade, il y a bien plus dangereux que la prolifération des méduses. Il y a les attaques de requins. Si les squales sont présents en Méditerranée, c'est ailleurs qu'ils sont le plus féroces. En Australie, en Afrique du Sud, aux Seychelles et à La Réunion, où ils ont fait encore un mort la semaine dernière, un jeune surfeur de 22 ans. L'année dernière, 75 attaques ont ainsi été signalées sur la planète, 2 fois plus que l'année d'avant. Des requins qui s'aventurent de plus en plus près des côtes, traquant les bancs de poissons, comme ici en Nouvelle-Calédonie, au beau milieu d'un cours de voile pour collégiens. Il y en a plein, monsieur. Ben oui, il y en a plein. Restez bien dans le bateau, hein. Localement, il peut y avoir des requins un peu plus nombreux avec un impact plus important, notamment à La Réunion, parce qu'il y a une population de requins qui s'y trouve bien et qui témoigne de la meilleure santé du milieu marin. Il faut savoir que les requins sont des bons indicateurs de la santé des océans et que leur présence est un bon signe. Les attaques existent, il faut essayer de tout faire pour s'en prémunir, bien évidemment. Il faut savoir quand même que les attaques de requins font beaucoup moins de morts que les accidents domestiques, les moustiques, les accidents de voiture, etc. Ceci dit, il faut faire attention avec les requins, notamment éviter le shark feeding, d'appâter les requins et de les plonger dans une frénésie où ils peuvent mordre et saisir un petit peu tout ce qui passe à leur portée. Un peu de bon sens permettra à l'homme de cohabiter avec les squales. Un peu de bon sens et quelques précautions. Ne pas se baigner seul, ne pas entrer dans l'eau quand on saigne, éviter les bijoux brillants qui rappellent les écailles des poissons et les couleurs vives
qui peuvent attirer certains requins. Alors, question Internet, les requins s'approchent de nos côtes car ils ne trouvent plus de nourriture en pleine mer. Sont-ils vraiment affamés? Christian Buchet. Oui, je ne suis pas vraiment en mesure de répondre, sans doute. Je pense aussi que Gilles Boss l'évoquait, il y a de plus en plus de personnes qui sont sur les mers, donc les requins, on en voit de plus en plus. Bon, ceci étant dit, tous les requins n'attaquent pas les hommes. D'abord, il semblerait que nous ayons un mauvais goût, que le requin ne soit pas friand de l'homme. Il y a très peu d'espèces qui attaquent l'homme. Il y a beaucoup de régions, je pense à la Polynésie, on va voir les requins, on va donner à manger aux requins. Donc il ne faut pas faire une psychose du requin. Le problème pour le requin, c'est surtout l'homme. En Méditerranée, il y a des requins. Oui, bien sûr. Bon, alors, il y a même des requins blancs. Oui, bien sûr. Des requins blancs, ce sont oui, il y a beaucoup d'espèces qui n'attaquent pas. Faites-nous un petit... Pratiquement aucune espèce attaque l'homme. Lorsqu'on a vu un requin blanc chasser une otarie, et même lorsqu'il la rate à sa première attaque, il ne la lâchera jamais. Alors que lorsqu'il mord un surfeur ou un nageur, la plupart du temps, après cette morsure-là, il ne revient pas. Oui, enfin, il part avec la jambe. Non, attendez, soit... Il part avec la jambe. Lorsque les surfeurs exercent leur talent dans une vague, tous les sens du requin qui est là et qui cherche quelque chose sont mis en échec. On n'y voit pas, on ne sent rien, les vibrations, ils ne peuvent pas sentir parce que c'est turbulent. Donc s'il veut manger le requin, il faut bien qu'il teste. Il faut qu'il teste. Il mord et après ne revient pas. Et la plupart des surfeurs qui sont mordus rentrent tout seuls à la nage. Un surfeur peut se faire arracher une jambe au large des côtes méditerranéennes en France? C'est jamais arrivé pour l'instant. Yves Pacalé, c'est jamais arrivé? Non, mais dans le monde, il y a quelques victimes, quelques morts de morsures de requins par an. 75. Bon, nous, on tue 100 millions de requins par an, nous les hommes en les pêchant. Hein, des grands, des petits. Alors les espèces qui peuvent éventuellement mordre les hommes, et une fois qu'ils mordent, effectivement, ça fait mal parce qu'ils ont des grandes dents et qu'ils sont gros pour certains. Bon, il y en a très peu de ces espèces-là. Il y en a une grosse douzaine, un grand maximum, qui peuvent s'en prendre à l'homme. Et sont-elles au large des côtes françaises? Oui, il y en a au large des côtes françaises. Il y a les requins mako, il y a des requins bulldogs dans les territoires d'outre-mer. Alors pourquoi n'attaquent-elles pas? Pourquoi attaquent-elles pas à la Réunion? Elles ont suffisamment de proies, elles n'ont aucune raison d'attaquer. Voilà. Elles n'attaquent pas l'homme. Écoutez, j'ai l'habitude de plonger avec les requins blancs, beaucoup. La difficulté, c'est justement d'aller à leur côté, de nager épaule contre nageoire. Ils sont timides. Si je nage un peu loin, je risque de me retrouver nez à nez, mais vous me dites qu'il n'y a aucun danger, face à un requin. Non, vous aurez une chance extraordinaire. Et profitez-en parce que c'est rarissime. Oui, c'est rarissime. Et il ne mangera pas la tête? Il ne vous mangera pas, bien sûr que non. Il est probable que vous lui fassiez peur. Non, mais les requins attaquent en général les surfeurs pour des raisons de territoire. C'est eux qui sont chez eux depuis des millions d'années. Nous, maintenant, on est de plus en plus nombreux à y aller. On les dérange dans leur territoire. Les requins ont des attitudes et des comportements d'avertissement. Ils avertissent qu'on est sur leur territoire, ils se plient, ils font ils tournent un peu. Alors, si on est plongeur, on le voit, on le sait et on fait attention. Les gens qui sont en surface ne le voient pas. Et ils reviennent plusieurs fois dans le même territoire. Je dis toujours que les gens qui se font mordre par des requins en surf sont un petit peu, évidemment, pour eux c'est très malheureux, mais dans la même situation que quelqu'un qui aurait sauté pieds joints dans la niche d'un énorme molosse, sans le prévenir. Le molosse se défend, il mord. Y en a-t-il de plus en plus des requins au large des côtes françaises? Non, de moins en moins. Vous savez, quand on regarde sur les attaques du requin, en fait, on l'a fait sur Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est totalement corrélé à la fréquentation dans l'eau. Par exemple, il y avait un très beau travail qui avait été fait sur quand est-ce qu'un requin attaque un humain. Alors c'est assez fabuleux parce que ce qu'on en sort, c'est simplement la fréquentation humaine. Il n'y a jamais un type bouffé la nuit de Noël à minuit par un requin, par exemple, parce qu'il n'y a aucun humain dans l'eau à ce moment-là. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les attaques sont simplement... Il y a plus d'humains qui fréquentent en fait les mers côtières et donc plus d'attaques. Bon, mais les requins sont en diminution. Il a mauvaise presse à cause du film Les Dents de la Mer de Spielberg, c'est ça? C'est très clair. Je crois surtout qu'il faut apprendre la mer. Aujourd'hui, nous consommons du loisir nautique et la plupart des gens qui vont en mer ne connaissent pas la mer et refusent de l'apprendre. Si nous l'apprenons, tout de suite, nous comprendrons mieux les moments où il faut aller dans l'eau, où il ne faut pas aller dans l'eau. Un jour, on m'a demandé d'aller plonger avec des requins tigres. Ah, j'étais super content. Quand on m'emmène sur le lieu, c'était à côté des abattoirs. Ben, j'ai dit non, parce que là, il y a un risque qui est grand. En revanche, 10 000 au large, les mêmes requins, c'est une joie de plonger avec eux. C'est une paix, ça offre beaucoup de sérénité de plonger avec les requins. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage. Mais parce que, oui, mais c'est une expérience de terrain. C'est une expérience de terrain. Je conseille à tout le monde de profiter de ça. Pour les méduses. Voilà, les méduses. Est-ce qu'elles peuvent devenir de plus en plus vénéneuses, de plus en plus nombreuses et de plus en plus vénéneuses? De plus en plus nombreuses, oui, mais après ça dépend des variétés. Il y a énormément de variétés. Vous savez, je crois qu'il y a 92 espèces de variétés. Je crois que tu as chez toi Muséum d'histoire naturelle Jacqueline Doigt, qui est la spécialiste
spécialiste mondial des méduses. Il y a des méduses qui ont des yeux très proches des yeux humains. C'est probablement l'animal qui a les yeux les plus proches de l'être humain. Donc peut-être qu'on va voir bientôt des regards médusés par greffe, effectivement. On a découvert il y a peu, je crois, dans une méduse, une cellule fluorescente qui permet de lutter pour détecter le cancer. Donc c'est un animal fabuleux, la méduse. Bon, c'est vrai que c'est légèrement urticant. Je dis pas ça pour qu'on aille se frotter aux méduses. Mais il faut raison garder aussi. Gilles Boeuf, cet animal, la méduse, alors comment ça se passe? Il n'y a pas de tête, pas de cerveau, pas de jambes. C'est poussé par le courant, c'est ça? Oui, elle est assez passive dans la masse d'eau. Elles sont extrêmement anciennes, elles ont 550 à 600 millions d'années. Elles sont extrêmement bien adaptées à ces environnements particuliers. Elles ont déjà vécu énormément d'événements, de changements globaux. C'est quoi comme organe? Il y a un cœur, comment ça marche? Il y a un système pulsatile, on voit sur l'image d'ailleurs qui est là. On voit très bien les gonades, les glandes sexuelles sur les méduses. Bon, elles sont toutes urticantes. 500 millions d'années, donc c'est presque un animal préhistorique. Mais antépréhistorique. Bien plus. Et vous avez effectivement des organes extrêmement sophistiqués avec des cellules qui déchargent effectivement ces venins, ces poisons. Bon, les grandes, très dangereuses sont les grandes physalis, les galères portugaises au large, capables effectivement d'avoir des filaments de 100 mètres qui peuvent tuer de très gros individus. Des filaments de 100 mètres. Oui. Par contre, sur les méduses qui fréquentent les côtes de France, la pélagie est... Elle est urticante, mais les méduses, comme on disait tout à l'heure, sont dans leur milieu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une prolifération par une disparition des grands prédateurs qui les prédataient auparavant. Il semblerait aussi que les méduses soient moins sensibles à des fluctuations environnementales qui affectent d'autres espèces, à dire elles résistent bien au réchauffement global, elles résistent bien à l'acidification. Je ne sais pas qu'elles aiment l'eau plus acide, mais elles ont vécu beaucoup d'épisodes comme ça dans le passé. Et simplement, je dirais qu'aujourd'hui, ces méduses, dans leur milieu, prolifèrent parce que justement, l'humain crée des conditions de prolifération, c'est tout. Et donc, je dirais, enfin, il y en a qui sont très dangereuses, hein, les cuboméduses des côtes australiennes, par exemple, si on se fait piquer, c'est des méduses qui ne sont pas très grandes, mais elles ont un venin qui est mortel pour l'homme. En Méditerranée, il n'y a pas de venin, de méduses qui est des venins mortels. Il y a des méduses qui chauffent un peu quand même, hein, faut bien le dire. Ça chauffe bien. Mais ce qu'il y a d'étonnant avec les méduses, c'est presque une réflexion philosophique qu'on peut avoir avec elles. Parce qu'effectivement, elles sont apparues sur la Terre, c'était après les éponges, les premiers animaux à plusieurs cellules. Donc 100 millions d'années avant le début de l'ère primaire, il y avait des méduses déjà dans la mer. Et la mer était très peu, il y avait très peu d'animaux dedans. Et donc elles ont été parmi les premiers animaux qui étaient susceptibles de coloniser les mers. Et elles sont en effet adaptées depuis ce temps-là, elles ont survécu à toutes les grandes catastrophes terrestres. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on est en train, nous les humains, de vider les mers. Pour toutes sortes de raisons, la surpêche, le bétonnage, on abîme les mers. Et comme par une sorte de retour étrange, ces méduses qui étaient dans la mer au moment où il n'y avait rien, eh bien, redeviennent les habitantes normales de la mer. Retour à la préhistoire. Allez, tout de suite, on passe aux questions Internet et SMS. Plus on comprend et plus on pollue. C'est à désespérer de l'intelligence humaine, Yves Pacalet? C'est à désespérer de l'égoïsme humain, c'est à désespérer de l'incapacité des hommes à utiliser leur intelligence en même temps que leur volonté de faire le bien, ou en tout cas de vivre à peu près bien avec les autres. On a en effet un formidable outil, l'intelligence. On l'utilise au moins aussi souvent pour créer la bombe atomique que pour créer une machine qui guérit du cancer. Donc j'aimerais mieux qu'on essaye d'être un peu plus intelligent dans l'utilisation qu'on fait de notre intelligence. On ne parle plus des algues vertes. Sont-elles éradiquées, les algues vertes en Bretagne? J'espère que non. J'espère que non. Ce serait catastrophique hein, si elles étaient éradiquées. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de l'écosystème. Simplement, leur pullulation, parce qu'elles sont engraissées par tous les engrais, les nitrates qui viennent des champs, qui viennent des lisiers, des élevages de porcs, fait que lorsqu'elles pourrissent, eh bien, l'ensemble de la région est privé d'oxygène et tout d'un coup devient un milieu toxique. Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce que ça stagne ou ça régresse? Ce qui est pire. Les linéaires côtiers continuent d'augmenter. Donc ça s'aggrave. Je parle de ces algues vertes qui s'échouent principalement sur le littoral breton, mais surtout n'essayons pas de les éradiquer par pitié. Oui. Limitons nos rejets. Oui, on ne veut pas faire de l'eau de Javel désinfectée de l'océan, c'est ce que vous voulez me dire. Ah, ce serait catastrophique. Les éoliennes en mer représentent-elles un danger pour les fonds marins? Non, si c'est bien fait. On avait, il y a longtemps, là aussi, avec Cousteau, préconisé d'établir des éoliennes en mer. Les îles artificielles en mer, si elles ne sont pas faites avec des matériaux polluants, ça il faut y veiller, mais si elles sont faites de façon intelligente, là encore, eh bien, sont des havres pour les poissons et sont plutôt favorables à la vie marine.
Et donc on fait une île qui est favorable aux poissons qui viennent autour s'y reproduire. Et puis en dessus, il y a l'éolienne qui produit Mais son justement, énergie. les vibrations, tout ça... Les vibrations ne sont dangereuses. Ça, c'est des histoires ni pour les oiseaux marins, ni pour les oiseaux terrestres d'ailleurs. Que faire contre la pollution liée à l'utilisation des cosmétiques, des crèmes solaires par exemple? C'est vrai, c'est mauvais, ça, ces crèmes, puis après on va se baigner, du coup ça part dans l'eau, ça fait une... Sur la plage. Sur la plage. Bon, on n'a pas parlé de tas de produits, toutes les hormones qu'on met, les estrogènes qu'on met dans la mer, qui provoquent des différences dans la production normale des organes sexuels chez beaucoup d'espèces animales et probablement humaines aussi d'ailleurs. On n'a pas parlé de toutes ces pollutions multiples, ça en fait partie. Question suivante. Certains résidus de médicaments peuvent-ils rendre les poissons stériles? Oui. Gilles Boeuf. Alors ça, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les disrupteurs endocriniens, qui sont en fait des molécules émises dans le milieu, qui miment des hormones. Et le récepteur humain, ou de n'importe quel animal, va les lier. Il y a des pesticides qui sont des hormonomimétiques. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, bien sûr, les grands estuaires français, et on voit énormément soit de stérilisation, d'inversion de sexe. Et récemment, sur des poissons marins, on a trouvé en fait presque tous, où dans les gonades femelles, il y avait un peu de sperme de produit. Et dans les testicules de ces poissons, il y avait quelques cellules femelles ovocytes. Ça veut dire qu'on est en train de modifier complètement le système en perturbant les équilibres sexuels. C'est quoi ce Frankenstein? À l'origine, ce sont simplement des résidus de médicaments qui partent dans les toilettes? Les hormones anticonceptionnelles chez les femmes, elles font pipi, elles sont toujours dans l'océan, et ces hormones, soit œstrogènes, soit androgènes, vont entraîner une masculinisation ou beaucoup plus souvent une féminisation en fait, des espèces marines. Et ça commence à se voir chez des nouveau-nés humains dans certaines régions. Alors attendez, là c'est une autre émission ça. Oui, c'est comme ça. Ouais. Bon. En 1962, il y avait encore des hippocampes sur la Croisette face à l'ancien palais du festival. Et maintenant, il n'y a plus de chevaux de mer? Dans les temps de taux, on en voit encore, mais effectivement, c'est un des rares refuges. Là les étoiles de mer, moi je me souviens, on en voyait. Les étoiles de mer, mais quand on plongeait dans les années 60-70, il y avait des mérous, il y avait tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les réserves. Encore une fois, les réserves, Porquerolles, Scandola, c'est la Méditerranée sauvage. Pourquoi trouve-t-on moins de sardines sur nos étals? Parce qu'il y en a moins dans la mer. Il y en a moins dans la mer, il y a une demande qui est plus faible aussi, parce qu'on focalise sur principalement 15 espèces de poissons. La sardine ne semble pas faire partie de ce hit parade du poisson en ce moment. Donc il lui arrive de se transformer en farine animale. Donc. Oui. La montée des eaux changera-t-elle les données du problème de la pollution? Est-ce que la fonte des glaciers du Groenland, etc. Ça ne changera pas que les données de la pollution, ça changera les données de l'agriculture, ça changera les données de l'occupation humaine au bord de la mer, ça changera, avant de changer les données de la pollution, les données de la vie même de l'homme. Non mais est-ce que c'était de l'eau qui était emprisonnée depuis des centaines, des milliers d'années? La montée du niveau des eaux n'est pas du tout uniquement liée aux glaciers qui fondent, elle est beaucoup liée au fait que la température de l'eau de mer étant plus élevée, la masse d'eau est plus en expansion. Elle se dilate. Bien sûr. Il y aura quand même la fusion du Groenland, et cette année on vient d'avoir des mesures scientifiques extrêmement difficiles à écouter. Toutes les glaces du Groenland sont concernées par un processus de fusion qui est beaucoup plus rapide que celui qu'on imaginait il y a encore même 10 ans seulement. En 2007, j'étais à Thulé avec les Inuits au Groenland, avec les Inuits que Mallory avait appelés les derniers rois de Thulé. Il n'y a plus de droit aujourd'hui parce que la banquise ne se forme plus en octobre mais maintenant en février. En janvier, ils ne peuvent plus chasser. Ils n'ont plus les ressources qu'ils avaient avant. Eux, ils sont directement touchés et leurs maisons s'effondrent dans la boue parce que le sol qui était gelé maintenant fond. En Corse, les sacs plastiques sont interdits et remplacés par des sacs en papier biodégradable. Pourquoi pas dans toute la France? Ah ben oui, la question est bien posée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les Corses ont bien fait de le faire. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Et le continent doit suivre. Absolument. On approuve tout à fait. Existe-t-il des parcs naturels maritimes ou océanographiques complètement interdits à la pêche? Oui, il en existe. Il en existe des réserves strictes. Je citais tout à l'heure Scandola, qui est une réserve stricte. Et j'en sors, c'est magnifique. La réserve de Cerbère également. Mangeur de poisson, est-ce devenu moins sain que de manger du poisson, est-ce devenu moins sain que de manger de la viande?
Avec toutes les cochonneries qu'on retrouve dans les poissons dont vous venez de parler pendant 1 heure. Et la viande, encore. elle est nourrie avec de la farine de poisson. Ça bien dépend souvent. des régions. Du côté de la Baltique, c'est vrai que les médecins déconseillent aux femmes enceintes de consommer du poisson. La mer Baltique. Alors, la mer Attendez. Baltique, je dis bien la mer Baltique. Hein. Bon, donc c'est vrai qu'il y a des thèses qui ont été publiées récemment qui montrent très bien qu'il y a une multiplication des tumeurs cancéreuses chez les poissons plats, notamment de la mer du Nord et de la Baltique. Bon, on ne peut pas généraliser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les poissons, parce que les océans se portent mal, ne vont pas bien. Et si la mer ne se porte pas bien, l'homme ne se portera pas bien. Nous sommes tous solidaires de cette Soyez chaîne de vie. positif, il reste 10 secondes pour être positif. Je crois que la mer, c'est un formidable réservoir de vie. Il y a tout, à condition de l'avoir différemment. Vous savez, on pollue une frange limitée, mais c'est la frange où il sert de nurserie de la mer. C'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h25. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Laurent Bazin pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée et à demain. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.